de l'industrie aéronautique. Donc, toutes ces régions qui se sont spécialisées autour d'un type de production qui dépend du pétrole, eh bien, ça va poser de sérieux soucis. Donc là, la diversification, elle est extrêmement importante dans ce monde de changement pour justement éviter d'avoir tout qui s'écroule parce que tout reposait sur un seul pilier. Donc là, l'idée, c'est de dire, il ne faut pas être non plus, l'idée, c'est pas que tout le monde se mette à tout faire, parce que c'est pas non plus suffisamment efficace. Bon. Mais par contre, il faut faire rebouger le curseur, là, et ressortir de cette uniformité permanente. Ensuite, vous avez la réactivité. Évidemment, dans un monde qui change, il vaut mieux être réactif et être capable de s'adapter à tous les changements qui viennent. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une économie centralisée, solide, stable, où effectivement, on peut subir des perturbations au TOC, et a priori, ça se passe bien, l'économie, voilà. Par contre, si on a un gros changement, si demain on a le robinet qui est coupé au niveau du pétrole ou un truc comme ça, est-ce que l'État a la capacité, pour les besoins vitaux de la population, de réagir suffisamment rapidement pour réorganiser la distribution alimentaire et ce genre de choses? Voilà. Le fait d'avoir ces systèmes centralisés, qui eux aussi sont plus efficaces en termes financiers, etc., fait que c'est très peu réactif. Quand l'État prend une décision, il se rend compte de l'impact de cette décision 10 ans plus tard. Alors au bout de 10 ans, il se dit « Ah, ça va pas marcher, alors je prends une autre décision. » Bon, j'attends 10 ans de plus. Ouais, mais dans un monde qui change, ça marche plus. Dans un monde qui change, il faut être au plus près de ce qui se passe, de l'action, pour pouvoir réagir rapidement et avoir un impact dessus pour pouvoir évoluer en fonction de ces changements. Ça veut dire qu'il faut relocaliser, ça veut dire qu'il faut modifier les niveaux de gouvernance, qu'il va falloir justement diminuer le nombre d'échelons à grimper pour réussir à avoir une décision qui est prise. Et donc ça, ce sont des choses extrêmement importantes pour permettre au territoire d'être plus réactif et de mieux pouvoir s'adapter aux changements. Et enfin, il y a l'autonomie, parce que, donc là aussi, alors, je ne parle pas d'autarcie, l'idée c'est absolument pas de se couper du monde et des voisins. L'idée c'est de dire, là aussi on est dans l'excès, c'est-à-dire qu'on vit dans la totale globalisation, c'est-à-dire que, c'est l'histoire de la souveraineté alimentaire de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune autosuffisance sur les territoires dans quelque domaine que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'alimentation, de n'importe quoi, il n'y a plus d'autosuffisance. Tout passe par la globalisation. Donc vous avez un agriculteur qui envoie sa production sur le marché international, vous avez la personne qui habite à côté qui, elle, va manger ce qui vient du marché international, des fois ça va être ce qui vient du champ d'à côté, sauf que c'est passé par ces fameux circuits logistiques. Ce qui veut dire, en gros, que si demain cette globalisation a un problème, je ne sais pas trop ce qui pourra arriver, mais bon, admettons, il se passe un problème qui fait qu'il n'y a plus de pétrole par exemple, ça veut dire que, alors qu'on a plein de champs, qu'a priori on pourrait se faire à manger, on ne peut pas. On ne peut pas parce que justement, on n'a pas relocalisé, parce qu'on n'a pas d'autosuffisance. Donc l'idée, c'est au moins, sur des choses essentielles, vitales pour les citoyens, faire en sorte que les territoires regagnent en autosuffisance. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'être autonome, parce que par exemple l'Île-de-France ne pourra jamais être autonome et en autarcie par rapport à tout cela, mais autant que possible, en tout cas, préserver les terres et faire en sorte d'avoir un minimum d'autosuffisance sur le territoire pour permettre de répondre en cas de besoin. Alors j'insiste bien, l'idée c'est pas d'être extrémiste, c'est pas de dire il faut passer de tout à rien ou de rien à tout, et de passer le curseur complètement de l'autre côté, mais c'est de dire il faut qu'on retrouve un équilibre dans tout cela. Il faut qu'on regagne en diversité, il faut qu'on regagne en autonomie, il faut qu'on soit beaucoup plus réactif au changement. Et donc en faisant tout ça dans nos choix d'aménagement de territoire, dans nos choix personnels, individuels, familiaux, ça va permettre aussi de mieux vivre les changements qui s'en viennent. Alors quel rôle peut-on jouer là-dedans? Parce qu'on pourrait se dire, bon après tout, c'est bon, les élus, le gouvernement, ils vont trouver des solutions, ils vont se débrouiller pour nous. Ben non. Le problème, c'est qu'évidemment, il ne faut pas imaginer que vous aurez un président de la République qui va se pointer aux 20h et puis qui va vous dire, mesdames et messieurs, dans pas longtemps, on va avoir un problème avec le pétrole, donc il va falloir qu'on se prépare tous ensemble, et puis par anticipation, qu'on décide de changer complètement le système. Non, ça n'arrivera pas, simplement parce qu'il y a la peur de la panique, et que le jour où un président sort ça, ça risque de pas très bien se passer. Donc, si un jour un président le fait, c'est que le problème est là. Il ne le fera jamais par anticipation. C'est pour cela que, je vous le dis tout net, il faut que ça passe simplement par le citoyen qui se prend en main, qui se dit « Ok,
J'ai compris le problème, et donc, moi-même, je vais montrer à mes élus, locaux d'abord, que je suis prêt à voir une politique de transition sur ce territoire, élus locaux qui vont pouvoir faire la même chose avec les élus régionaux, qui eux-mêmes vont pouvoir faire remonter les choses. Ça ne viendra pas d'en haut. On ne transformera pas le territoire par juste un président, ou alors ça s'appellera une dictature, et ça risquera de pas très bien se passer. Donc le rôle du citoyen dans cette aventure, il est fondamental, et on s'est un petit peu habitué à laisser faire et à laisser les responsabilités de la gestion du territoire à des élus. Il faut se réapproprier tout cela, c'est extrêmement important, en tant que citoyen, de re-réfléchir à comment on vit et comment on va vivre demain dans ces circonstances. Alors la première chose à faire, c'est déjà arrêter en tant que citoyen d'attendre la solution miracle, parce que tant qu'on attend la solution miracle, on ne fait rien, ça c'est le premier point important. Ensuite, deuxième point, sensibiliser son entourage, et j'en conviens, c'est pas toujours facile, parce que, même moi, si j'ai 10 minutes, un quart d'heure pour expliquer le problème, ça suffit pas. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'écoutent pendant 1h30, qui peuvent entendre tout mon avalanche d'arguments, sans avoir à me dire oui mais non, mais il y a le solaire, le machin, le bidule et tout. Bon, et effectivement, quand on discute avec quelqu'un, c'est très difficile de passer outre toutes ces croyances qui sont ancrées en nous. Mais il faut insister, il faut organiser des conférences, des projections débats, des réunions publiques, et faire en sorte que le message passe de plus en plus. Il faut réussir à lutter contre les 3h30 par jour que chaque Français passe devant la télé, et donc télé qui nous dit exactement l'inverse que ce que je vous dis ce soir, c'est-à-dire il faut consommer pour relancer la croissance, etc. Donc voilà, l'enjeu est énorme, mais il faut le faire, il faut que vous le fassiez. C'est fait ce soir, c'est fait à chaque fois que je vais faire une conférence un peu partout en France. Il y a de plus en plus de demandes, et après tout c'est bien, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, il faut se construire une vision positive. C'est pas le truc a priori qu'on pourrait penser le plus facile, évidemment, quand je viens de vous raconter tout ce que je viens de vous raconter. Et pourtant, c'est probablement la chose la plus importante, c'est-à-dire que à partir du moment où vous n'allez pas justement vous fixer des objectifs, il y a assez peu de chances que vous réussissiez à les atteindre. Et donc aujourd'hui, je prends souvent l'exemple de l'athlète qui s'apprête à courir une course, 500 mètres. L'athlète, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la ligne d'arrivée et il se dit « je vais gagner ». C'est la seule chance qu'il ait de gagner. S'il regarde ses concurrents et qu'il se dit « ils sont trop forts pour moi », c'est même pas la peine qu'il commence à courir. Donc il faut regarder la ligne d'arrivée et se dire « je vais gagner », et là on a peut-être une chance de gagner. Là c'est un petit peu pareil, l'idée c'est de dire « ok, très bien ». Alors, à quoi ça va ressembler Bagneux dans 20 ans? À quoi ça ressemble Bagneux en 2030? On a pris conscience du fait qu'il n'y aurait plus de pétrole, d'accord, qu'on aurait moins d'énergie, que l'économie serait sûrement contrainte. Donc, à quoi ça va ressembler notre ville si je tiens compte de ces phénomènes-là, si je me dis qu'on les a anticipés? Je me promène dans la rue, comment les gens se déplacent? Qu'est-ce qu'il y a comme commerce dans cette ville? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de production d'énergie? Que font les gens comme travail? Et donc, je me positionne dans l'avenir et je me dis, voilà, si on a réussi la transition, à quoi ça va ressembler? Et une fois que je me suis construit cette vision-là, hop, je me fixe les étapes qui vont me permettre de l'atteindre, et ensemble, on va pouvoir travailler collectivement pour passer ces étapes et viser cette fameuse vision positive. J'insiste sur le collectivement parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'action individuelle. Et on nous le rabâche sans cesse. Il faut trier ses déchets, il faut changer ses ampoules, il faut ceci, il faut cela. C'est important, l'action individuelle, et ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Vu les enjeux, on parle de réorganisation des territoires, on parle de modifier nos échanges, on parle pour certains de changer de travail. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ensemble, on se dise comment on va vivre sur notre territoire. Et donc ça implique forcément quelque chose de collectif. Je pense que vous avez dû entendre parler des AMAP, le principe de l'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Pourquoi ça marche l'AMAP? Parce que c'est collectif. Parce qu'on se dit, nous, ensemble, on va s'engager à acheter l'alimentation produite par ce paysan. Et on s'engage sur 6 mois, on s'engage sur 1 an. Et si on n'en passe pas par ce genre de soutien collectif pour soutenir des activités de relocalisation, c'est toujours le supermarché qui va être gagnant jusqu'à ce que ça tombe. Donc ça va passer par l'engagement citoyen, ça va passer par justement cette nécessaire coopération entre les habitants.
Et si possible, dans la convivialité, c'est quand même toujours plus sympa quand on peut amener une petite bouteille et passer un moment convivial ensemble. Donc, mouvement des villes en transition. Je vous ai mis en bas le site du groupe de transition de chez vous. Hein. Voilà, c'est Sud de Seine en transition, si je ne me trompe pas. Donc, mouvement de ville en transition qui a été créé en 2005-2006 en Angleterre. Alors, c'est un mouvement qui n'a aucune structure juridique, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher un président. Alors, il y a un initiateur qui s'appelle Rob Hopkins, hein, qui a écrit le fameux manuel de transition. Mais derrière, il n'y a pas de chef, si vous voulez. Hein. C'est vraiment un mouvement horizontal et qui fait tache d'huile un petit peu partout. Il y aurait à peu près, officieusement, environ 3000 initiatives dans le monde. Vous voyez, en 5-6 ans, c'est énorme. Et à peu près une centaine en France, sachant que le bouquin a été traduit en français il y a à peu près 3 ans. Donc ça va très vite. Ça fait vraiment tache d'huile parce que justement, c'est très facile à s'approprier. Donc, l'idée du manuel de transition, ce n'est pas de dire dans ce manuel, vous ne trouverez pas comment on vit sans pétrole. Dans ce manuel, vous allez trouver comment on mobilise l'intelligence collective, comment on mobilise les citoyens autour de nous, comment on leur explique, comment on fait des réunions, des forums ouverts, etc. Et bien pour ensemble trouver des solutions qui sont adaptées à notre territoire. Donc ça c'est vraiment intéressant. Moi-même je fais partie d'une initiative de transition à Châteauneuf-sur-Loire, hein, à côté d'Orléans, qui a été montée il y a 1 an, 1 an et demi, et donc on travaille sur ces questions d'alimentation, de transport, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est, je vous montrais tout à l'heure les petits bonhommes là avec la tête dans le sable et tout. Là, on est vraiment dans l'action. Et je vous assure que quand on rentre dans l'action de la transition, ça aide. Quand on a conscience d'un problème, mais qu'on est juste chez soi et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est plus dur à porter que quand vous passez à l'action et que vous vous mettez vraiment à préparer cet avenir. Et c'est très très positif et très convivial. Après, les citoyens ne vont pas tout faire tout seuls non plus. Parce que les citoyens, ils n'ont pas les clés des réseaux techniques, hein, des réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, les réseaux de transport, tout ça, et puis tout un tas d'autres choses au niveau de l'urbanisme et tout, qui sont de toute façon gérés par les élus, et donc les élus locaux ont un rôle absolument essentiel dans cette aventure. Mais les élus ne feront rien sans les habitants, et les habitants n'iront pas bien loin sans les élus. Donc il va falloir avancer de concert, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si des élus ont envie de bloquer de l'action citoyenne, ils peuvent potentiellement y arriver, s'ils ne prennent pas de salle, etc. Enfin, voilà. Et en même temps, par contre, s'ils ont envie de démultiplier l'action des citoyens, ça peut être très intéressant. Alors, pourquoi pas analyser, améliorer le niveau de résilience des territoires? C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps déjà, mais il n'y a pas encore de territoire vraiment qui a décidé de passer à l'action, parce que c'est compliqué avec les échéances électorales, tout ça, de se dire oui, bon, je me mets vraiment dans le truc. Prise en compte du pic pétrolier dans les choix d'aménagement du territoire. Ça, c'est évidemment aussi un truc majeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de décisions politiques qui ne sont pas vraiment appropriées avec la question du pic pétrolier. Aujourd'hui, on construit des nouvelles autoroutes, des nouveaux aéroports, des choses comme ça, sur des choses qui ne sont pas du tout, qui ne tiennent absolument pas compte du pic pétrolier. Prendre pour perspective d'avenir une augmentation des trafics, qu'ils soient aériens ou routiers, est une erreur. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc continuer à construire des rocades de construction, des autoroutes ou des aéroports, des choses comme ça, c'est dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie, dépenser des matériaux pour des choses qui ne serviront pas. Donc il vaut mieux, on a tellement à faire pour préparer justement cet avenir sans pétrole. On a tout intérêt à utiliser cet argent-là, ces matériaux et cette énergie pour des choses qui vont nous être utiles sur du long terme. Sensibiliser la population, bien sûr, parce qu'encore une fois, si des élus sont conscients, mais que les citoyens ne le sont pas, eh bien les élus ne pourront rien faire, ils seront bloqués. Donc cette sensibilisation a été essentielle. Et soutenir, bien sûr, les initiatives citoyennes autant que possible. Et puis après, il y a le rôle de l'État, hein, en fin de compte, qui reste aussi majeur, hein, pour protéger les populations, pour entretenir le parc nucléaire, pour gérer la défense, les relations internationales, etc., etc. L'État a un rôle majeur à jouer. Par contre, son rôle va être profondément modifié. Avec le pétrole, c'était facile de dire à toutes les régions, bah, vous n'avez qu'à faire ça, et puis toutes les régions faisaient la même chose. Pour se passer du pétrole,
chaque région va devoir trouver ses propres ressources, ses propres solutions, en fonction de son climat, en fonction de son relief, en fonction de la densité de ses villes et de ses territoires, en fonction de ses activités économiques. Et donc chaque territoire va devoir trouver ses propres solutions. On imagine bien que Toulouse va pas trouver les mêmes que Dunkerque ou Marseille ou un petit village d'Auvergne ou du Cantal. Bon. Donc là, évidemment, on se rend compte que l'État va devoir changer cette optique de centralisation. Et il va devoir, tout en donnant des objectifs de résultats à atteindre, laisser une grande liberté de moyens au territoire pour qu'ils puissent trouver eux-mêmes leur propre solution. Alors quelle priorité on se donne dans tout ça? Parce que c'est bien joli, mais a priori, vu qu'il y a du pétrole dans tout, il faudrait tout repenser. Alors, quelle est l'urgence? A priori, si on a moins de ressources et moins d'énergie, il y a de fortes chances que, de toute façon, on ne pourra pas continuer à tout faire. Donc, il y a des choses qui vont s'arrêter, on ne sait pas forcément quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous aurons toujours besoin d'un certain nombre de choses essentielles, vitales. On aura toujours besoin de manger et de boire, on aura toujours besoin de se soigner, d'avoir accès à l'hygiène, on aura toujours besoin d'avoir un toit sur la tête et d'être tenu au chaud. Et pour ces besoins que j'appelle primaires ou physiologiques, eh bien, on aura toujours besoin d'autres choses qui sont les transports de personnes, de marchandises ou d'informations. Quid de l'Internet dans 20 ans, dans 30 ans, pour l'interrogation aussi. On aura besoin évidemment d'un tissu économique extrêmement dense, qui n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, il sera probablement beaucoup plus diversifié, avec peut-être beaucoup plus d'artisanat relocalisé. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais on aura toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va venir réparer la chaudière, quelqu'un qui va faire le pain, quelqu'un qui va distribuer le journal, quelqu'un qui va faire des chaussures, qui va les réparer, etc. On aura toujours besoin de plein de choses, mais ça ne sera peut-être plus les mêmes, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on a envoyé faire ailleurs, et qu'il va falloir refaire un petit peu sur nos territoires. Et puis bien sûr de l'énergie pour faire tout ça. Et ce petit dessin n'est pas anodin, il veut juste dire que aujourd'hui nous sommes dans un monde d'experts. Alors vous avez l'expert en énergie, vous avez l'expert en santé, vous avez l'expert en agronomie. Et donc chacun de ces experts-là, dans son coin, eh bien, va réfléchir à des solutions pour son propre domaine, sans forcément se poser toutes les questions qui vont bien sur l'impact que ça va avoir sur les autres domaines. Donc, moi, je suis spécialiste de l'énergie, on me dit, écoutez, monsieur Thévard, il va falloir nous trouver de l'énergie. Bon, qu'est-ce qu'on a en France? On a des gaz de schiste, du pétrole de schiste, alors moi, je vous propose qu'on aille faire de la fracturation hydraulique, parce que moi, on me demande juste de trouver de l'énergie. Oui, ça consomme 20 000 m3 d'eau douce à chaque fracturation, mais c'est pas mon problème, moi, on me demande de l'énergie, je vous trouve de l'énergie. Et puis, en face de ça, si vous voulez pas, je peux faire des biocarburants. Là, on utilise effectivement plein de terres agricoles, et puis à ce moment-là, on va faire des carburants avec ça. Mais ça va pas, parce que ça, c'est l'alimentation. Et donc, voilà le problème, c'est que quand on travaille en expert, eh bien, on ne tient pas compte des impacts sur les autres domaines. À chaque fois qu'on va faire des choix sur nos territoires, si on veut vraiment que ce soit durable, il va falloir faire de manière systémique, de manière globale, et à chaque fois tenir compte de l'impact de nos choix sur tous ces différents domaines pour éviter de se retrouver dans des impasses comme nous le sommes aujourd'hui sur un certain nombre de domaines. Donc maintenant, je vais donner quelques petits exemples pour illustrer sur chacune de ces 6 thématiques, et ça nous conduira à la fin de cette conférence. Donc voilà, c'est à Paris, le toit du gymnase Vignolles, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est dans le 20e, c'est un gymnase qui a été aménagé avec des jardins collectifs sur le toit du gymnase. Alors, c'est très intéressant de ramener l'alimentation au cœur des villes, parce que le citadin a un petit peu oublié ce qu'était la contrainte agricole, il a oublié ce qu'étaient les saisons, il a oublié ce qu'était de cuisiner des matières de base, des légumes, des fruits, etc. Donc remettre la production alimentaire au cœur des villes, c'est quelque chose d'essentiel pour que le citadin reprenne un peu contact avec ces contraintes-là. Alors après avoir mis cette diapo, j'ai appris qu'en fait, avant qu'il y ait un gymnase, il y avait un jardin collectif en fait. Mais bon, je trouvais que quand même l'idée était intéressante. Après, il y a des techniques agricoles qui permettent de consommer moins d'énergie. Vous avez donc le semi-direct sous couvert. En fait, vous avez une première plantation et ensuite vous venez semer au cœur de ces herbes. Et donc, il n'y a pas de concurrence et ça permet d'éviter le labour, ça permet d'éviter un certain nombre de passages de tracteurs. Et donc voilà, l'idée c'est de limiter à la fois de trop travailler la terre, ça permet de limiter le nombre de passages de tracteurs et donc limiter les consommations d'énergie.
Et après, vous avez des types de cultures, comme là, ça c'est dans l'Aude, pareil, à côté de Narbonne. C'est une jeune femme qui s'est installée sur 5000 m² et qui s'est construit des buttes. Donc c'est les principes un peu de permaculture ou de bio-intensif. Si vous voulez, on va vraiment utiliser la synergie de toutes les espèces, que ce soit végétale, animale, les insectes, etc., par l'observation du terrain, par l'ensoleillement, le vent, la pluviométrie, tout ça, et puis faire en sorte qu'il y ait un maximum de biodiversité et profiter de tout ce que nous apporte la nature. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas mécaniser dans toutes ces choses-là. Vous allez avoir une patate là, une carotte là, etc. Donc ça demande beaucoup de travail manuel. Par contre, vous avez une production au mètre carré ou à l'hectare qui est extrêmement importante. Donc, de la main-d'œuvre manuelle, aucune machine, aucune énergie fossile, et qui vous permet d'avoir une production intéressante. Donc, cette jeune femme, qui est par ailleurs en autonomie complète au niveau de l'énergie, elle n'est pas reliée au réseau, donc elle a juste panneaux solaires et éoliennes. Et elle a cette production et elle alimente 25 paniers à l'heure actuelle, 25 paniers en AMAP. Après, au niveau de la santé, alors, au niveau de la santé, c'est pareil, hein, on n'y pense pas trop, puis je ne l'ai pas détaillé parce que j'ai fait le système alimentaire, mais on va regarder ce qui sort des hôpitaux tous les jours en quantité de déchets plastiques, hein, parce que tout est suremballé, tout est stérilisé, tout est en plastique. Quand vous voyez les médicaments qui sont faits à partir de la pétrochimie, avec leur emballage, avec leur transport, quand vous voyez les hôpitaux qui de plus en plus sont fermés, les petits centres sont fermés pour faire que des grands centres qui sont de plus en plus loin des populations, en supposant que donc tous les gens vont continuer à prendre leur voiture pour y aller, eh bien on se rend compte que là il y a un souci et que on va aussi pour le système de santé devoir repenser un certain nombre de choses. Donc là vous trouverez aussi quelques éléments dans l'étude qui est téléchargeable sur internet. Quoi qu'il en soit, deux petits exemples. Ça, c'est donc la ville de Bristol qui a fait un plan de préparation au pétrolier. La ville de Bristol, c'est une ville de 400 000 habitants en Angleterre, quand même. Et donc là, ils soutiennent une jeune femme qui parle des médecines naturelles, qui déjà explique comment on reste en bonne santé, parce que le meilleur moyen, évidemment, de ne pas avoir besoin de médicaments, c'est de rester en bonne santé, et ça, des fois, on a un peu tendance à l'oublier. Et ensuite, comment on peut être un petit peu autonome. Hein. Et alors, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Par contre, aujourd'hui, on ne connaît plus notre corps. On ne sait plus soigner le moindre petit bobo, donc on va systématiquement chez le docteur. Donc là, l'idée, c'est apprendre à reconnaître un peu son corps, à voir quelles plantes on peut faire pousser dans le jardin ou dans des jardinières pour soigner telle ou telle petite chose, voilà, ou pour lesquelles on serait allé forcément à la pharmacie pour acheter ça. Donc voilà, l'idée, c'est d'être un peu plus autonome au niveau de la santé aussi. Et il est possible d'ailleurs de faire aussi des stages de plantes médicinales. Et en général, partout, dans n'importe quel parc, vous allez trouver des plantes sauvages, bien souvent, qui permettent de soigner un certain nombre de choses. Habitat, même combat. Fabrication des matériaux, transport des matériaux, mise en œuvre des chantiers avec les grosses machines, les camions, tout ça. Par contre, là, tout ça aussi, il va falloir qu'on se pose des questions. Quels matériaux on utilise? Il y a des zones où on a plutôt du bois. Nous, par exemple, chez nous, c'est la région centre. Alors, on a la Beauce, on a des champs. Donc, si on n'utilise pas la paille pour faire de l'isolation, c'est quand même pas très... Voilà. Donc, l'habitat aussi, il faut qu'on se repose beaucoup de questions et aussi il va falloir qu'on isole un certain nombre de bâtiments qui ne sont pas du tout isolés. Et là, ça fait partie des urgences. Alors, l'exemple que je vous donne, c'est Village Cocooning. C'est une initiative qui a été créée en partenariat avec une entreprise de production d'isolants écologiques des Vosges et quelques personnes de la région d'Orléans. L'idée, c'est de dire, de toute façon, on n'a pas assez d'artisans, on n'a pas assez de compétences à l'heure actuelle pour rénover en urgence tous les bâtiments qui nécessitent de l'être, et surtout on n'a pas assez d'argent qui ont les moyens de le faire, de gens pardon, qui ont les moyens de le faire. Et donc là l'idée c'est de faire du projet participatif, c'est-à-dire d'associer un artisan avec 5 foyers qui veulent isoler leur bâtiment, et l'artisan va leur donner des conseils et les gens vont mettre la main à la pâte, c'est-à-dire s'ils n'ont pas beaucoup d'argent ils peuvent avoir du temps. Et donc, à ce moment-là, on livre un semi-remorque d'isolant écologique qui va du coup coûter moins cher parce que on livre tout le monde en même temps. Et puis, c'est un prix de gros. Et en plus, c'est les gens qui s'entraident chacun pour isoler les bâtiments. Et l'artisan est là pour donner des conseils au niveau des sécurités, des choses à prendre en compte, etc. Voilà. Donc, c'est une initiative que j'avais trouvée intéressante, à la fois parce qu'elle est participative, et en même temps parce qu'elle répond à l'urgence d'isoler un certain nombre de bâtiments pour des causes de précarité énergétique. L'économie.
le premier problème de l'économie, ça va être de prendre en compte le fait que la croissance économique stable et permanente, c'est terminé. Ça, il faut l'entendre, il faut l'assumer, c'est comme ça, voilà. C'est pas une question juste de cycle, comme nous l'a dit notre président, pas parce que c'est normal que ça revienne, non. Voilà, on n'a jamais su alimenter de la croissance économique sans avoir la production de pétrole qui augmente, donc une production de pétrole qui diminue, voilà, forcément, ça risque de poser des soucis. Donc, il faut tenir compte, dans notre manière de concevoir l'économie, du fait que la croissance économique permanente, c'est terminé. Donc, il faut qu'on se pose la question de l'utilité de ce qu'on fait. Hein. Le petit truc, le petit gadget en plastique que les gens achetaient parce qu'après tout, on en faisait la pub à la télé, et même s'ils n'en avaient pas besoin, ils l'achetaient quand même. Et bien, ces trucs-là, les gens ils vont arrêter de l'acheter. Par contre, je le disais tout à l'heure, on aura toujours besoin de plein de choses, d'accord ? Plein de choses qui aujourd'hui ne sont plus fabriquées chez nous. Et donc, la question de l'utilité des activités va se poser. Et chaque entrepreneur devra se poser la question de est-ce que mon truc, on va pouvoir continuer à vendre? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de choses que l'on vend en Chine ou ailleurs, parce que déjà ici, vu que c'est la crise, et les gens arrêtent de les acheter, donc on les envoie dans les pays où il y a de la croissance. Je vous parle simplement rapidement des monnaies locales, les monnaies complémentaires locales, qui sont un outil intéressant, qui sont basées sur l'euro, hein, c'est quelque chose de tout à fait légal, hein, c'est pas un truc... Alors il y aura à peu près 35 monnaies complémentaires en circulation ou en lancement en France. L'idée, c'est déjà d'éviter la fuite des capitaux de votre territoire. Quand vous allez faire vos courses dans un supermarché, vous avez à peu près 80% de la richesse qui va partir de votre quartier, de votre ville, pour aller rejoindre le siège de la société. Donc là, l'idée, c'est que vous allez payer votre pain avec votre billet de monnaie locale, et puis le boulanger, il va aller chez le cordonnier avec sa monnaie locale, qui lui-même va aller acheter son... je vais faire apparaître ses chaussures, enfin bref. La monnaie va circuler comme ça sur le territoire, et la richesse ne va pas s'en aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour quand une économie locale est un petit peu moribonde, ce qui est le cas quand même dans beaucoup d'endroits. Et en plus, ça permet de recréer du lien et de l'identité culturelle locale autour d'un méchant bout de papier. Mais ce bout de papier, il est hyper important parce que la monnaie, c'est un peu quand même de ça que tout tourne aujourd'hui. Et donc, dans tous les territoires où ça a été mis en place, en général, ça a eu des effets assez importants et très positifs sur le lien localement. Et en plus, évidemment, les échanges, c'est vraiment le moyen de faire passer beaucoup de messages. Quand le commerçant fonctionne avec une monnaie locale, c'est l'occasion de dire aux gens qui viennent lui acheter quelque chose, d'expliquer pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Des fois, c'est initié par des mairies, comme à Toulouse. À Toulouse, c'est la mairie qui a lancé une monnaie locale. Et des fois, c'est des associations, des groupes de citoyens. Donc ça dépend complètement des endroits. Pour l'énergie, alors là, je pense que du coup, vous avez déjà dû avoir un certain nombre de choses. Bon, le principe négawatt, c'est sobriété, efficacité, renouvelable. En gros, c'est tout ce qui est inutile, on l'arrête. Hein. Par exemple, en France, c'était il y a 2 ans, on a exporté 1 million de tonnes de lait, puis on a importé 1 million de tonnes de lait. Bon, ce genre de truc, on arrête, quoi, parce que c'est juste du gaspillage d'énergie qui sert à rien. Donc, ce qui est inutile, on le supprime. Ensuite, efficacité, c'est pour un même usage, consommer moins d'énergie, pour un même service rendu. Donc, c'est une voiture qui consomme moins, c'est un frigo qui consomme moins, une télé qui consomme moins. Donc, voilà, ça me rend le même service, mais ça consomme moins, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et ensuite, les renouvelables, c'est-à-dire, du coup, l'énergie qui nous reste, on la fait si possible avec du renouvelable, puisque, comme je vous le disais, de toute façon, on ne pourra pas faire tout ça avec le renouvelable, donc on va être obligé d'abord de commencer par diminuer. Énergie partagée, c'est une coopérative qui s'est montée et qui permet de réunir l'investissement citoyen. Si à Bagneux, vous avez envie de lancer un projet coopératif d'énergie, eh bien, vous allez peut-être collecter des fonds pour installer une centrale solaire quelque part, mais vous n'aurez peut-être pas assez. À ce moment-là, vous contactez Énergie Partagée, et eux, ils ont collecté des fonds citoyens qui vont pouvoir ajouter à votre argent pour pouvoir compléter votre projet et pas être obligé de faire entrer des banques ou des multinationales dans votre projet, parce que des fois, l'acceptabilité sociale de projets énergétiques, ça passe mal souvent si c'est géré par des multinationales, alors que si c'est vous qui le faites, en général, vous accepterez plus facilement qu'il y a un toit qui change de couleur ou d'avoir une petite éolienne qui traîne dans le quartier. Bon. Et je finirai sur les transports. Alors, c'est vrai qu'ici, vous êtes particulièrement bien desservis en transport en commun. C'est pas la même chose quand je vais dans certaines communes rurales, où c'est pas les mêmes problématiques.
Ce que j'explique en général, c'est que globalement, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est sur la plage de distance 5 à 40 km. En dessous de 5 km, en général, on peut toujours se débrouiller à pied, en vélo, tout ça. Au-dessus de 40, on trouve toujours un train qui permet de nous emmener beaucoup plus loin, etc. Par contre, entre 5 et 40, en général, à part la voiture, on n'a pas grand-chose. Bon, ici, c'est pas votre cas, il y a plein de transports en commun partout. Mais voilà, sur 5 à 40, en général, c'est sur cette plage de distance que la voiture a remplacé tous les autres moyens partout en France. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on accorde vraiment une grande priorité. Quelques exemples. Alors ça, voilà, c'est une initiative qui a été lancée dans le Nord. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est Veolia qui a cette initiative. Et donc, voilà, c'est ramassage des ordures ménagères avec un cheval de trait. Il faut savoir qu'il y a à peu près 70 communes en France qui sont passées assez récemment au cheval de trait, que ce soit pour emmener les enfants à l'école ou pour transporter les ordures, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé parce qu'on y trouve plein d'atouts, plein d'avantages. Et donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et puis après, voilà, ça c'est voilà, petite anecdote. Aussi, je suis allé voir un petit peu s'il y avait beaucoup de monde qui remplissait ce site. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, un des gros problèmes de la plupart des gens, c'est les gens qui se croisent le matin pour aller au boulot. Hein. Il y a des gens qui font le même boulot, puis qui habitent super loin l'un de l'autre, et puis ils se croisent, et puis ils vont peut-être faire le même travail. Et là, l'idée, c'est d'échanger son travail en fait avec quelqu'un qui, du coup, fait 30 km dans l'autre sens. Alors, je sais que, par exemple, à l'Éducation nationale, c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Des gens qui se croisent tous les matins, ils vont dans un collège tous les deux, puis en fait, l'Éducation nationale ne veut pas qu'ils permutent parce que voilà. Et donc là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, moi je travaille à tel endroit, j'ai tel boulot, mais j'habite à cet endroit-là, est-ce que quelqu'un, voilà, et essayer de faire avancer cette démarche-là, parce qu'en termes de besoin de transport, aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup pour le déplacement domicile-travail que, eh bien, il y a ce besoin indispensable du transport. Si c'est pour les loisirs, à la limite, on peut s'en passer. Si c'est pour aller au boulot, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, vraiment, il va falloir réfléchir à la manière dont on va s'y prendre pour cela. Et voilà, donc je vais conclure sur ces petites diapos en vous disant que d'une part, je vous invite individuellement et collectivement à réfléchir sur la question des besoins essentiels, à vous demander vraiment si en toutes circonstances ils pourront être satisfaits. Hein. Ensuite, vous dire que l'efficacité énergétique tout seul, ça ne suffit pas. On vous en vend partout de l'efficacité énergétique avec des machins qui consomment moins. Mais il faut savoir que donc, depuis le choc pétrolier de 1973, on n'a jamais arrêté de faire d'efficacité énergétique. Tous nos appareils consomment de moins en moins et on n'a jamais cessé d'augmenter globalement notre consommation d'énergie. Ça veut donc dire que l'efficacité énergétique, ça ne suffit pas et qu'on ne pourra pas s'affranchir d'une réorganisation et d'une relocalisation de nos modes de vie. Et donc c'est à nous tous, citoyens, élus, entrepreneurs, etc., de se mobiliser maintenant, le plus vite possible en tout cas, pour se mobiliser pour la transition qui s'impose. Voilà. Merci pour votre attention. Et donc je suis à votre disposition pour discuter et répondre à vos questions. Alors je ne sais pas s'il y a un micro. On va faire un échange. Comment ? Alors là, voilà, c'est ce lien-là, picoil-europaction.eu. Et voilà, c'est là où vous pourrez télécharger l'étude sans problème, gratuitement. Il y a l'étude et il y a ses annexes. Parce qu'au départ, on m'avait dit vous pouvez faire 200 pages, et puis 15 jours avant de rendre l'étude, on m'a dit bah non, on n'en fera que 50 en fait. Donc il a fallu que je mette des annexes disponibles à côté. Mais tout est disponible en téléchargement. Oui, alors, je voulais dire merci pour cet exposé qui est très très instructif et qui nous angoisse aussi en quelque sorte, parce que c'est quand même révélateur. Je m'interroge moi personnellement sur le fait que donc on parle principalement de la situation française, mais il me semble qu'il y a une prise de conscience au niveau mondial qui est nécessaire par rapport à une efficacité qui pourrait être la meilleure. Donc à partir de là, n'est-ce pas trop utopique d'envisager uniquement dans un pays une situation qui relève d'une compétence à tous les niveaux, européenne, mondiale, en fait mondiale. Et là, on voit que des grands pays qui sont très
qui dispensent beaucoup d'énergie, comme la Chine, les États-Unis, se mettent à l'écart de dispositions dans les réunions internationales. Et donc, effectivement, il faut que ça gagne au niveau des populations, au niveau des peuples. Mais il y a un effort supplémentaire, me semble-t-il, à gagner auprès des populations. Et c'est loin d'être le cas. On s'en rend bien compte les uns les autres. Et pourtant, effectivement, c'est la voie vers laquelle il faut aller, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dois dire que ma volonté d'action a été pas mal... le catalyseur, ça a été un petit peu aussi à l'époque du sommet de Copenhague, où j'avais j'avais pas mal d'espoir en disant là, on a un sommet international où il va y avoir forcément de la prise de décision. Et ce qui s'est passé, c'est que rien du tout, en fait. Et donc là, je me suis dit, en fait, au niveau mondial, a priori, il faut rien en attendre parce que les intérêts de chaque État sont tellement divergents que ça va pas être possible. Donc, pour moi, si vous voulez, l'idée, c'est pas d'être utopiste ou naïf sur le fait qu'on puisse changer le monde entier rapidement, etc. L'idée, c'est de se dire, ce sur quoi on peut agir, c'est déjà sur notre propre vie, c'est-à-dire déjà ne pas nier le fait qu'il va nous arriver des bricoles, et donc adapter notre manière de fonctionner à ces paramètres-là. Et c'est vrai que déjà, si on accepte notre propre vulnérabilité, si on accepte le fait qu'il peut se passer des choses, eh bien, on va pouvoir beaucoup plus se préparer, et qu'il se passe quelque chose au niveau international ou pas, eh ben, à la limite, s'il se passe quelque chose, tant mieux, mais sinon, au moins, on aura un petit peu anticipé au niveau personnel. Après, je vous avoue que voilà, je ne suis pas non plus naïf sur le fait que l'enjeu est colossal et qu'aujourd'hui, quand on voit notamment la Chine qui est en pleine... Parce que nous, bon, voilà, on a atteint notre croissance, on est en stabilité, bon, on est un peu mou, mais eux, là, ils sont à fond, là, et donc ils vont rouler les ailes en plein envol, et ça risque de ne pas être très très sympa, quoi. Donc voilà. Mais... Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Vous pouvez passer le micro? Oui, monsieur Berger. Trop tard. Moi, j'avais juste une boutade. Notre gouvernement a trouvé une solution intéressante pour entraîner nos avions militaires dans un pays où le carburant est moins cher. En l'occurrence, le Mali. Vous en pensez quoi? Comme vous l'avez dit, c'était une boutade, donc ça n'appelle pas forcément de réponse. Je n'ai pas forcément grand-chose à répondre à cela. J'ai cru comprendre que de toute façon au Mali, il n'y avait pas beaucoup de ressources pétrolières, donc c'était pas tellement là-dessus. On parle plus de l'uranium, qui est situé au Niger à côté, mais oui, c'est pas tellement le pétrole qui est intéressant là-bas. Après, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce genre de choses et sur les communications autour des conflits en général. Il faut aller chercher assez loin pour réussir à trouver la vérité. Donc, je ne m'orienterai pas sur ce chemin ce soir. Bon, je suppose que les gens qui travaillent dans la grande finance et dans les gros lobbies, ils vont tous se suicider un jour ou l'autre. Alors, se suicider, je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, il y en a un certain nombre qui vont tomber de plus haut. C'est-à-dire que les pauvres vont devenir plus pauvres, mais ils ne vont pas tomber de très haut. Alors que les très très riches aujourd'hui qui ont accumulé beaucoup, si l'économie tombe parce que simplement, voilà, ça ne peut plus tenir, effectivement, ils vont tomber de très haut. Et il est possible qu'il y en ait quelques-uns qui ne supportent pas cette énorme différence entre une vie normale et cette espèce de vie extraterrestre qu'ils avaient grâce à cette accumulation. Après, je pense qu'il y en a qui s'en sortiront aussi très bien parce qu'ils ont pu justement accumuler un certain nombre de choses. Mais voilà, c'est difficile. Je pense que la richesse va être toute relative dans quelques années. Et c'est très difficile de dire. Il y en a qui disent de toute façon les riches s'en sortiront toujours. Oui, mais c'est quoi un riche si la monnaie ne vaut plus rien? Voilà, ça va être ceux qui ont de patrimoine, ceux qui ont de la terre. Par exemple, à Cuba, là où ils ont eu l'embargo pétrolier, bon, c'est ceux qui ont de la terre et qui cultivent la terre qui sont devenus les plus importants parce que c'est eux qui font manger tout le monde. Donc à partir de là, la notion de richesse aujourd'hui, le paysan en France, il n'a pas beaucoup de valeur. Le paysan à Cuba, c'est presque
le métier le plus noble. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être à reconsidérer, et c'est quasiment impossible de savoir vraiment la forme que ça va prendre tout ça. Bonsoir, d'abord je voulais vous remercier parce que votre intervention est vraiment remarquable, et je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, parce que je crois que fondamentalement il faut qu'on change nous, à titre individuel et collectif, localement, et après on pourra faire évoluer sur le plan national, international et sur le plan de la Terre finalement. Moi j'avais une question, est-ce que en fait, c'est un truc que vous n'avez pas trop abordé, c'est-à-dire en fait la politique des producteurs. Moi j'ai l'impression quand même qu'il pourrait y avoir très bien une diminution de l'offre qui fera qu'on sera obligé peut-être de prendre des décisions plus rapidement que vous semblez le dire, puisque la courbe risque de diminuer encore plus rapidement que vous l'avez laissé entendre, parce que je pense que les producteurs ont tout intérêt à faire un pétrole rare par rapport à une économie actuelle. Donc, dit pétrole rare, dit cher, dit peut-être d'autres solutions qui seront prises en compte plus rapidement par les consommateurs. Et je voulais dire aussi que les exemples que vous avez donnés sur ces territoires un peu en transition et même des villes sont très intéressants, mais très franchement, étant élu local, je peux vous dire que faire passer ce message-là en région parisienne, au niveau de nos collectivités locales, c'est très compliqué. Si on peut se battre par exemple sur des terres agricoles qui ne sont pas très loin de là, pour les conserver c'est très compliqué. Aménager en cœur de ville des terres pour les légumes, etc., c'est très compliqué à maintenir. Je veux dire que avec toute cette politique, je crois qu'on n'a pas pris conscience du tout, enfin les élus, certains nombres d'élus n'ont pas pris conscience du tout de ce phénomène-là et continuent à avoir une politique de construction donc au détriment des terres